Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de se retrouver et de vous retrouver évidemment, mais de se retrouver avec Théo. Notre bromance continue. L'été est là, ça y est. Donc c'est une summer bromance qui démarre, notre deuxième pour Hoop Culture. Et puis Théo, déjà, comment ça va? Première chose. Et de deux, il me semble que tu avais un message à faire passer à tous nos amis retardataires parce qu'il est temps de se procurer une anthologie, le volume 1, que quand il y aura le volume 2, ce ne sera pas la peine de venir nous dire j'ai pas le premier, parce qu'il sera déjà parti. Eh ben écoute, d'une part, moi ça va très bien. Comme tu peux le constater, je pense que ça va être le deuxième épisode de Hoop Culture de suite que je peux faire en t-shirt. Autant te dire qu'il fait beau pour une fois et je suis pas obligé de t'envier le soleil dont tu bénéficies toute l'année. Oui, effectivement, c'est le dernier week-end si vous voulez profiter notamment des frais de port si vous résidez en France métropolitaine pour commander l'anthologie volume 1 de Rivers. Deux petits mots très vite parce que j'imagine que vous avez vu passer l'info, mais en gros c'est Rivers, le premier numéro est sorti en 2005, ce sont nos 20 ans, donc c'est à la fois 20 ans de Rivers, 20 ans des meilleurs articles ou des articles qui nous ont le plus marqué sur ces 20 dernières années, mais c'est aussi une petite capsule temporelle, 20 ans de basket, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années, avec parfois des portraits ou des entretiens qui peuvent être un petit peu intemporels, et d'autres qui sont vraiment comme des petites madeleines de Proust, se replonger à un moment précis de quand on commençait à se demander si Giannis Antetokounmpo c'était un vrai joueur sorti de nulle part ou si c'était une arnaque complète, se replonger dans des finales, que ce soit les finales NBA ou dans un échec cuisant à l'Euro 2005 en demi-finale, voilà, tout ce genre de petites choses, on y a mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur, et voilà, on espère que ça vous plaira. Donc si vous ne l'avez pas encore précommandé, sachez que vous pouvez encore bénéficier des frais de port gratuits, encore une fois, pour la France métropolitaine jusqu'à ce soir normalement, et puis surtout, sachez que comme tout, ce que tu disais, Pierre Armand, c'est des éditions limitées, donc quand il n'y en a plus, c'est pas sûr qu'il y en ait encore. Voilà, donc revivez vos meilleurs souvenirs, vos plus grands traumas grâce à cette anthologie. C'est ça. Volume 1, donc il y en aura certainement une deuxième, donc qui vous remettra la tête sous l'eau pour certains points que vous n'avez toujours pas digérés. On espère que ceux qui ont digéré quelque chose, c'est nos amis bacheliers. Si vous nous écoutez, s'il y a des jeunes presque majeurs ou fraîchement majeurs qui nous écoutent, ou certains qui ont déjà passé 4 fois le bac, qui nous écoutent. Donc, on espère que tout s'est bien passé pour vous. On sait qu'il y a un oral qui arrive bientôt, donc c'est pas encore terminé, mais vous êtes plus que dans le money time cette fois-ci. Et dans les 15 dernières secondes, vous êtes à +7 et vous n'avez pas Tyrese Haliburton en face de vous. Donc tout va bien. Normalement, ça devrait se dérouler comme sur des roulettes. Dis-moi Théo, toi, quel souvenir tu as un petit peu de ce fameux examen qui était à notre lointaine époque quand même un petit peu plus formel que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais, bah écoute, c'est marrant parce que l'un des premiers souvenirs que ça m'évoque, c'est que c'est une des rares finales NBA finalement que j'ai pas vu en direct pour cause de pression parentale tout à fait logique. Donc là, je pouvais pas me coucher à 4 heures du matin pour voir la finale. Et il se trouve que pour moi, dans mon cas, c'était la finale 94 Knicks-Houston. Une finale qui a finalement été qui a assez mauvaise presse, je trouve. Beaucoup de gens avaient trouvé ça chiant à l'époque, je me rappelle, alors que moi, j'avais beaucoup aimé en fait. C'était pas du beau jeu comme on peut l'entendre si votre style de jeu préféré c'est je sais pas les Pacers de cette saison ou les Warriors 2016, c'est pas la saison, c'est pas la finale qui va vous faire le plus kiffer. Par contre, tous les matchs étaient accrochés, ça a été en 7 manches. Il y avait ce septième match incroyable mais dramatique pour John Starks, qui était l'un des joueurs que je préférais de cette génération de basketteurs des années 90, qui était passé complètement à côté au niveau de l'adresse. Donc moi j'avais vraiment kiffé, et finalement mes souvenirs du bac sont pas mal. Enfin, disons que le basket et la musique ont longtemps servi de marqueur temporel pour moi. Tu sais, quand on m'évoquait une année, ça me rappelait tout de suite soit un truc de basket, soit un disque qui était sorti cette année-là. Et donc 94, côté basket, en tout cas, c'est vraiment à ça que. Enfin, pour moi, en tout cas, mon baccalauréat est très lié à ça. Très lié à un Game 7 et à une mauvaise performance de John Starks. Et du coup, tu n'avais rien pu voir du tout ou tu avais pu voir la fin un peu?
Non, j'avais quand même vu tous les matchs, mais en différé, je les Ah ouais. enregistrais religieusement, mais j'avais pas le droit de me lever. Voilà, enfin, pas me lever, parce qu'à l'époque, je me couchais pas. J'attendais fébrilement la prise d'antenne de Canal+, donc là, je les avais enregistrés, mais non, non, heureusement, je les ai malgré tout tous vus, ces 7 matchs Mais rien New en direct. York-Houston. Non, non. C'est marrant quand tu dis j'avais pas le droit de me lever, alors qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment nous payer cher pour qu'on puisse se lever en direct pour voir un match de basket. Mais là, oui, c'est clair. Mais là, on a des circonstances atténuantes, plus de 30 piges plus tard. C'est que moi, aujourd'hui, si je fais une nuit blanche, il me faut 2 mois et demi pour m'en remettre des tonnes de camomille et tout ça. Donc, c'est plus possible pour mon organisme. Ah, tu comptes encore en piges. Les piges, c'est les 30, 40, c'est les berges, et non, 40, 40, c'est les balais, 50, c'est les berges. Ah oui, Et après, on compte en printemps. Ça, c'est quand ça commence à être compliqué. oui, c'est clair. Mais tu vois, ouais, t'as bien mis le doigt sur un truc, c'est que dans ma tête, l'âge que j'ai dans ma tête a malheureusement pas la même chose que mes genoux, l'âge officiel de mes genoux et de mes chevilles. Donc, c'est compliqué. Bon, bah, écoute, si Et tout toi, ça. et toi, souvenir du bac, ça t'évoque quoi, Pierre Armand? Souvenir d'un examen ric-racos obtenu au point près. C'est-à-dire, pour te dire la- l'incroyable épopée de cet examen, j'ai 48 puntos de retard au moment de passer l'oral de rattrapage. Autant dire le maximum de puntos de retard. J'avais 49, c'était mort. J'étais en bac B à l'époque, donc économie, là. Et je rattrape 47 points. Et le gars m'enfile un pour genre bonne conduite tout au long de l'année. Donc j'ai eu le rattrapage au point près et le bac au point près. Donc inutile de te dire, je ne sais pas si c'est de la clutch attitude ou de la couillasse attitude, mais en tout cas, je peux te dire que je suis passé entre les mailles du filet, comme on dit. Et j'étais très heureux, mais à la fois, je n'étais pas super fier non plus de ce qui venait de se passer. Mais décidément, on était vraiment fait pour faire des émissions ensemble, parce que moi aussi, bac B à l'époque, donc l'ancêtre du bac ES, et je sais pas du tout quel nom ça a aujourd'hui. De toute façon, c'est plus du tout ce type de filière. Et moi aussi, rattrapage. Alors moi, c'était plus... moi, c'est que j'avais fait un truc pas mal quand même, c'est que j'avais eu 3 en maths, ce qui est pas mal. Mais je l'ai quand même pas pris au rattrapage parce que je pense que c'était quand même mon maximum. Donc j'ai pas pris le risque de prendre ça au rattrapage. Et j'ai rattrapé avec d'autres matières. Je sais plus ce que j'avais pris. Euh, éco peut-être. Mais alors en éco, j'avais pas tant de points de retard que ça. Mais comme c'était le plus gros coefficient pour nous. Donc j'avais validé au rattrapage. Mais ce qui est marrant, c'est ce que tu dis sur le soulagement. Parce qu'au bout du compte, j'avais un peu le sentiment que c'était normal d'avoir son bac. Donc j'étais pas euphorique, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme boulot, donc ou comme filière précise, j'étais pas très fixé, mais ce que tu disais un petit peu le côté bon, c'est pas, il y a rien de glorieux à l'avoir, mais j'aurais été un peu miteux de pas l'avoir malgré tout, donc sentiment très partagé quoi. Mais tu sentais que tu avais 3, tu pouvais pas avoir plus. C'est-à-dire, même si tu avais 7, ça aurait pu te sauver la vie. C'est-à-dire, t'es Rick Carlisle, Tyrese est pas bien, tu te retournes sur le banc, t'as TJ McConnell et tu me fais rentrer Thomas Bryant. C'est- Franchement, c'est- les mathématiques, c'est déjà pour moi c'était très compliqué. J'ai eu 2 années complexes avec un prof de maths tel que je pensais pas que ça existait, un petit peu les caricatures que tu vois dans... Tu vois par exemple des... Alors j'en faisais pas partie, mais les films où tu vois des... Déjà un prof, tu sais, qui a une blouse. À notre époque, déjà, t'avais l'impression d'être dans la guerre des boutons, quoi. Ça existait plus trop, quoi. Et le fait, tu sais, les élèves qui jettent de l'encre dans le dos du prof, je pensais que c'était un mythe. Tu vois, je pensais que c'était un mythe complet. En fait, non, c'était pas un mythe. Être enseignant et alcoolique, c'est compliqué. Donc je me cherche pas d'excuses, mais disons que j'étais pas non plus aidé tu vois, pour aller chercher plus que cette note qui est honteuse et dramatique. La seule partie des mathématiques que je comprends vraiment, c'est celles qui sont liées aux statistiques du basket. Le reste, tout est très complexe. Mais moi, je me rappelle quand j'ai su le nombre de points que j'avais et que je savais que ça allait être compliqué, j'étais allé voir le mec en écho que j'avais passé. Et après être passé, je lui dis, vous pensez me mettre combien à peu près? Je dis ça, il me dit à ça, je dis, ah putain, j'aurais besoin de temps. Et je lui ai fait la tête du chat dans Shrek, tu sais, avec les yeux bien ronds.
Et finalement j'avais eu ce rattrapage et que j'avais eu grâce à ma présence en cours, tu vois, parce que j'avais eu un avis plutôt favorable. Je n'étais pas une douille non plus, mais j'avais pas assez travaillé clairement. Et, et voilà. Et je me rappelle qu'on avait fait, mes parents, ils avaient invité plein d'amis à eux pendant l'été, là, pour une soirée. Et il y avait plein de. Donc, on avait tous à peu près le même âge et tout le monde avait eu son bac. Et dans la bande, il y en avait plein, notamment des filles qui avaient eu des mentions, qui allaient intégrer des prépas HEC et tout. Et genre, c'était moi le héros, style, regardez lui, il est arrivé à embobiner, il est plus malin que tout le monde et tout. Tout le monde avait eu genre 16 de moyenne. Moi, j'étais là, j'avais eu 10 ric-rac à l'esbrouf avec un shoot à la fin à la kawaii qui rebondit 17 fois sur le cercle et qui rentre, tu vois. Et j'étais passé pour un héros. Quelle honte. Et c'était pendant la finale 92, moi, que je passais le bac. Et un peu pareil, moi, j'avais pas le droit de regarder, mais je m'étais faufilé pendant la nuit pour me lever. J'avais mis la télé qui était dans le salon sans bruit. Sauf que je me tape le match 1 des finales que tu connais. Sixième panier à 3 points de Jordan, je ne mets pas le son, donc je l'avais enregistré en même temps, mais je saute partout, sauf qu'en sautant, en sautant partout, j'excite quelque peu le chien qui se met à aboyer en se demandant ce qui se passe. Donc je réveille à peu près toute la maison et je fais genre, j'éteins la télé vite, je vais dans la cuisine, genre j'avais soif, je me suis pris un verre d'eau. Voilà. Et après, tout le monde s'est recouché, donc j'avais vu la suite de la deuxième mi-temps qui n'était pas la meilleure puisque le match était pratiquement déjà joué à la mi-temps. Voilà, c'était les souvenirs en effet de. Et après, j'avais regardé en différé aussi. Par contre, du coup, pour rattraper le coup, je m'étais tapé tout le tournoi des Amériques, tout le tournoi pré-olympique, ça en Ouais. direct, j'avais tout regardé. Ah ouais, je m'étais rattrapé là-dessus. Ah, magnifique. Ça me fait marrer parce que c'est ça qu'on en a parlé souvent de cette finale 92 qui nous a marqué tous les deux. Bah, moi, c'est la première que je regardais en direct. Et c'est vrai que cette première mi-temps de Jordan, quand il en met 35, avec mes yeux de, je sais pas, j'étais en seconde, genre 15 ans, je me dis, ah, mais il va en mettre 70. Et je me dis, il a mis 35 en première mi-temps, ça va être pareil sur la deuxième. Au moins, il met 4 petits, enfin, petits, entre guillemets, il n'y a pas besoin de faire plus, hein. Il finit à 39, je crois. Mais Ouais, ouais, finalement. c'est un souvenir incroyable, cette finale. Ouais, bah, voilà. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, hein, Pierre Armand. S'il n'y avait pas eu cette finale et ces frissons récoltés en 92, on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est marrant de voir quand même comment les passions peuvent nous marquer tu sais, au fer blanc pour la vie, quoi. Ah ouais. Et puis en deuxième mi-temps, il met cette fameuse claquette sur une remise en jeu Oui. où il monte super haut et il retombe sur un pied. Voilà, ça m'avait marqué ça de le voir retomber juste sur un pied en gardant l'autre jambe en l'air, en gardant le bras comme ça, genre oui, t'es beau celui-là. Et à ne pas essayer chez soi, bien sûr, de monter et de se réceptionner sur un pied. Comme ça, c'est un coup à s'exploser. Ceux qui ont explosé pas mal de compteurs, c'est les joueurs dans l'histoire qui ont pris des fautes techniques. Est-ce que tu saurais me donner le top 5 des joueurs Hmm. NBA qui ont pris le plus de fautes techniques? Alors, attends, ça se tente, ça. Je pense que Rachid Wallace doit être premier, non? Ou il doit être dans le top 5. J'aurais dit Rachid il, Wallace. il est dans le top 5, il est en 3. Il est en 3. Ouais. Waouh! Ah, attends, qui a fait pire ou mieux? Draymond Green doit y Ça se être joue pas à aussi. grand-chose, hein, entre 3, 2, 1. Draymond Green et même pas dans le top 10. Alors attends, vas-y, je tente deux autres chances. Ça doit être des joueurs. J'ai l'impression qu'il y a plus de fautes techniques distribuées maintenant qu'avant, quand même. Ça va être quand même des joueurs, j'aurais dit récents. Qui ça peut être Non, d'autres? non, ne Non? perds pas ton temps, c'est que des joueurs anciens. Ah, ok, d'accord. Alors, très bien. Alors, je vais tenter Dennis Rodman. Dennis Rodman est cinquième. Ok, donc j'en ai deux dans le top 5. Et après, qu'est-ce que ça peut être Avec 212 fautes techniques. Rachid Wallace en a 317. Putain, c'est beau ça. C'est très très beau. Je me demande combien ça fait chiffré, tu sais, en termes d'amende. Ça va être pas mal. Une Alors, attends, il m'en faut trois de plus. une Ah, grande gueule. je vais piocher à Fais- ma grande. Bah, Bill Laimbeer, sinon j'aurais dit comme ça au bluff. Non, même Non, pas il a dans pas les joué assez 10. longtemps. Une grande gueule qui fait de la télé. Ah, qui fait de la télé. Parce que j'allais dire Charles Barkley. Voilà, en deux, Ouais. avec 329, c'est-à-dire 12 de plus que Sheed.
Oh, putain, tu vois, j'aurais pas imaginé qu'il en ait pris Voilà, plus que Rachid le Wallace, premier, quoi. je pense que tu trouveras, c'est Karl Malone avec 332. Ouais, 332 fautes techniques. Ah, putain, genre, là, pour le coup, je suis complètement bluffé. J'aurais même pas du tout pensé à lui, même Ouais. pour le top 10 ou. Donc, Ok. 1 Malone, 2 Barkley, 3 Shield, 4 Gary Payton, Ouais, ok. Je comprends mieux. 5 Dennis Rodman, et moi, ma plus grosse surprise, c'était en 6 Dirk Nowitzki, Ah bon? avec 199 fautes techniques, 7 Anthony Mason, 8 Russell Westbrook, 9 Dwight Howard et 10 Kevin Garnett. Ah, putain, c'est fou, tu vois. Si tu m'avais dit entre Dirk Nowitzki et Kevin Garnett qui a pris le plus de fautes techniques en carrière, j'aurais pas du tout pensé que ça serait dans ce sens-là, quoi. Hmm. Après, c'est 300 fautes techniques, faut y aller quand même, hein. 300. Ah, c'est costaud. Et c'est marrant parce que, tu vois, limite, je me suis demandé si Duncan n'était pas dans le lot. Alors, c'est pas parce qu'il était vocal ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un des mecs qui a manifestement jamais commis une seule faute de toute sa carrière. Duncan sur un terrain, après chaque faute, c'était les yeux écarquillés, à pas comprendre ce qui s'était passé. Donc je me demandais si Duncan était dedans. Est-ce qu'il y a des joueurs, il y a des joueurs en activité à part Draymond là qui sont dans le, je sais pas quel Non, top dans le tu as top sous les 10, yeux. non, là, Non. dans ce qui a été sorti, Ok. non, 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 non. Tu sais, c'est la période où les observateurs commencent à s'emmerder un peu, donc à sortir des stats, des comparaisons. Voilà. Donc on va être abreuvé de ce genre de choses, on va pouvoir les commenter à souhait. Il y a un autre truc dont je voulais avoir ton avis. Alors c'est vrai que tu l'as peut-être donné entre-temps, puisque vous voyez cette émission dimanche, et peut-être que Chai et Antoine te poseront la question dans ce à quoi il faut répondre ou dans un CQFR de la semaine. C'est la déclaration de LeBron James qui se fait taper dessus dans tous les sens pour avoir dit que il y avait une culture de la bague qui était pas forcément efficiente dans le sport US, et que ça le mettait mal à l'aise qu'on puisse pas mettre un Peyton Manning au niveau d'un d'un Tom Brady, ou de les mettre dans des conversations, tout ça parce qu'ils avaient moins de titres. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais, sachant que certains ont finalement été d'accord avec lui, d'autres ont dit que c'était totalement ubuesque et qu'on était obligé de mesurer la grandeur d'un joueur, ou en tout cas d'une carrière, sur le nombre de titres qui ont pu ou auraient pu être remportés en tout cas. Donc je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça. C'est intéressant. Alors bon, dans le cas de LeBron, bien sûr, tu peux te dire c'est parce que ça sert un petit peu sa chapelle, mais moi je suis d'accord en fait, et ça fait longtemps, tu vois. Je me rappelle. Bon, maintenant, au bout d'un moment, c'était entré dans le folklore, mais toutes les années où Kenny Smith agitait sa bague de champion sous les yeux de Charles Barkley pour lui dire, mais moi je suis champion, tu peux pas me parler. Je me dis, mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde Ça. Kenny Smith peut se servir d'un argument comme ça pour laisser ne serait-ce qu'entendre qu'il a eu une meilleure carrière que Charles Barkley? C'est toute la question sur classer les meilleurs joueurs. C'est le jeu auquel on s'est prêté dans notre livre GOAT. En fait, c'est tout le truc du. Alors certains nous ont dit, ben non, ça peut pas être les GOAT, c'est le GOAT en fait, c'est le plus grand de tous les temps. Pour tous ces classements-là, en fait, c'est un peu ma réponse par défaut, c'est je trouve la question toujours super intéressante, la discussion, elle est forcément intéressante, mais la réponse, quelque part, elle peut jamais être, comment dire, sans équivoque. Il y a toujours... ce qui est intéressant, c'est justement de remettre toutes ces choses comment dire, en contexte, d'essayer de tirer ça au clair, mais je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, dans une certaine mesure, les titres ont une place trop importante dans les discussions. Je pense que c'est une des raisons principales qui ont poussé d'ailleurs LeBron à quitter Cleveland la première fois, en fait. C'est parce qu'il a vite saisi, et a raison, que il ne serait... s'il voulait vraiment être considéré... Enfin, parmi les plus grands, il fallait pouvoir essayer de se rapprocher du nombre de bagues qu'ont pu gagner les Kobe, les LeBron, tous ceux qui sont passés avant lui. Et parfois, je pense que ça oriente vraiment des choix de carrière. On peut même se poser la question aussi, dans le cas de Kevin Durant, quand il part d'OKC pour aller aux Warriors, est-ce que c'est pas aussi le moyen de se dire, ouais, mais si je reste à OKC et que je gagne pas de titre, jamais on me considérera comme l'un des plus grands, donc je vais rejoindre l'une des équipes qui me permettra certainement de pouvoir m'assurer ça. Je trouve ça, voilà. Je pense que je partage l'avis de LeBron. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance et que
c'est pas un hasard si un mec comme Robert Horry a gagné autant de titres, par exemple. Je prends exprès pas une star, en fait. Des joueurs de complément qui ont gagné plein de titres, c'est jamais un hasard. Ça veut pas dire que c'était les meilleurs joueurs de leur équipe, mais c'est qu'ils ont été ils ont participé au fait que des équipes puissent aller très loin. Mais voilà, ça peut pas être l'argument final. Ou alors, si c'est l'argument final, il faut que ce soit une fois que tu as pesé tout le reste des éléments qui ont constitué une carrière, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre Armand? Je pense que c'est un peu. Alors, c'est pas parce que par rapport à ce que dit LeBron, mais il y a une culture déjà aux États-Unis, une culture de la gagne qui est encore plus grande qu'ailleurs, où ben, tout se mesure au nombre de titres que tu peux avoir. Et on le voit bien quand tu as plein d'anciens joueurs qui sont invités dans des podcasts, à chaque fois qu'on les présente, même si c'est, je sais pas, Tristan Thompson, on va dire former Cleveland Cavaliers et NBA champ Christian Thompson, tu vois, Tristan Thompson, alors que bon, bah, tu vois, personne ne met Tristan Thompson plus haut que Chris Paul parce que Chris Paul n'a pas eu de bague. Et il y a même, on voit en ce moment ce fameux débat, est-ce que si Tyrese Haliburton avait été champion NBA avec et MVP, est-ce qu'il serait déjà plus grand que Chris Paul dans la liste, tu vois? Donc, il y a ce maître étalon qui est ce qu'il est et qui est une malédiction du coup pour beaucoup de joueurs. Ça, c'est sûr. Après, de dire que c'est pas important, c'est facile de le dire quand on en a quatre déjà, hein, mais je pense que pour beaucoup, c'est une obsession. C'est une obsession absolue, comme dans le foot, il y a des gens qui sont obsédés par se dire qu'ils vont jouer une Ligue des Champions et qui veulent, quitte à moins jouer, mais pour dire qu'ils y participent. Là, voilà. Alors, le problème, c'est que tu as énormément de clubs, contrairement à une certaine époque où les joueurs voulaient gagner avec leur club et qu'il n'y avait pas moyen d'aller ailleurs chez les ennemis. C'est qu'aujourd'hui, un club, c'est très difficile pour lui, peut-être, de miser sur le long terme sur un joueur, parce que si la franchise, elle fonctionne pas forcément, le mec, comme tu dis, avec KD, il va se barrer. Il va demander son trade parce que ça va pas. Alors, pour un Devin Booker qui s'accroche, tu as je sais pas, tu pourrais avoir peut-être un mec comme Ja Morant qui dit, bah, moi, je veux aller voir ailleurs. Un mec comme Zion qui pourrait dire, bah, moi, je gagnerai jamais avec les Pelicans. J'ai essayé, mais ça marchera pas. Il est temps, et souvent, tu entends ça. Il est temps pour moi, limite, de penser à ma gueule. Donc, c'est toujours pareil. Tu te retrouves dans un sport d'équipe avec des considérations individuelles. C'est-à-dire, je veux ma bague, peu importe avec qui je la prends, c'est pas grave, mais je la veux. Euh, bon, après, les deux peuvent se défendre. Après, nous, on fait un podcast qui s'appelle Hoop Culture, et grâce à cette culture, on peut vous raconter des histoires extraordinaires de gens qui ont mis un temps certain à pouvoir gagner une bague. Euh, quand on dit aujourd'hui qu'on parle d'Anthony Edwards en disant bah, il s'est un peu planté sur cette histoire-là, la première chose que beaucoup d'observateurs ont dit et que vous avez dit vous aussi sur l'antenne de River, c'est il est jeune. Rappelez-vous combien de temps a mis Jordan pour gagner ou LeBron pour gagner. Bon, bah voilà, et LeBron est le meilleur exemple. Ça marche pas à Cleveland, bon, on va essayer ailleurs. Mais au moins, il donne tout. On peut pas dire qu'il a pas essayé, ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas de débat. Mais ça nous prive aussi parfois de belles histoires à raconter et de voir un joueur. On a toujours l'impression qu'il mérite plus au bout de 10 ans parce qu'il s'est battu comme un mec comme Jason Tatum. Enfin, t'es content pour lui, à un moment, tu vois. Mais c'est sûr Ok. que c'est vraiment comme ils disent, le singe sur leurs épaules. C'est tout au long de leur carrière, hein, parce que c'est quelque chose, regarde, Barclay, il se le prend encore dans la tronche. Bon, alors après, il n'est pas avec les deux plus grandes consciences du monde, hein. Kenny Smith, ça va encore, mais avec Shaq qui en joue, je pense que tout ça est un peu orchestré. Mais demande à Reggie Miller si c'est pas un trauma. Voilà, ça reste quand même une cicatrice pour eux. Donc, je pense que c'est quand même important. C'est important d'en avoir une. Après, de là, une fois que tu en as une ou deux, de ne pas pouvoir être assis à la table de celui qui en a quatre, alors que toi, tu n'en as qu'une, ça, par contre, je le discute. Ça, je me mets du côté des LeBron en disant, c'est pas parce qu'on en a qu'une et qu'il y en a un qui en a eu cinq, parce qu'il y a eu des meilleures conditions, peut-être, qu'il y avait moins d'adversité, une meilleure équipe et tout. Ça, je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'on puisse pas s'asseoir à la table des gars. À la limite, une fois que tu l'as, déjà, tu rentres dans la boîte de nuit. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il n'y a pas un carré VIP avec juste Bill Russell, Jordan et Magic, ou tous les Celtics de l'époque. Voilà, et Robert Torrey.
Ça, moi, je suis moins d'accord avec ça. Je pense que, en effet, il en faut une pour rentrer dans le cercle assez fermé. Et c'est normal parce que, mec comme Iverson, malgré tout, bah, tu pourras toujours dire qu'il a jamais été champion. Mais voilà, moi, je pense qu'après, le débat, en avoir une ou. Bon, alors évidemment, après, si on passe sur 6 avec City Demi, c'est autre chose. Mais entre une et trois ou quatre, suivant le temps que tu as passé, tu vois, un mec comme Jerry West, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Oui, il a raison, LeBron. Il dit, le Jerry West, c'est le logo de notre sport. C'est le logo, c'est lui qui nous représente tout le temps. Eh ben, il n'y a pas le droit parce qu'il a moins gagné qu'un tel ou qu'un autre. Tu vois, l'argument est juste. Par contre, il a gagné. Ouais, mais je te rejoins et c'est vrai que pour autant, c'est important. En fait, je te rejoins dans le sens où c'est quand même important. En fait, je dis pas que Bien sûr. avoir gagné n'est pas important. C'est le but de tous les athlètes. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui peut, dans certains cas, te permettre de séparer ou de distinguer des athlètes. Tu vois, je veux dire, un mec comme James Harden ou même Karl Malone, dans une certaine mesure, qui sont ou qui seront des Hall of Famers, et ben quand même, ça reste, pour moi, ça reste quand même un élément. Ils n'ont pas su faire gagner Bien sûr. leurs équipes sur la dernière marche ou l'avant-dernière marche dans le cas de James Harden. Donc c'est pas neutre non plus en fait. C'est quand même Bien une sûr. information et quelque chose qui est, tu vois, qui est à prendre en compte. Mais dans le même temps, euh, Iverson, c'est un excellent exemple parce qu'en fait, tu dis, mais ok, il n'a pas gagné le titre, mais il faut regarder les équipes, les équipes dans lesquelles il a joué, qu'il a qualifié systématiquement en playoff et qu'il a Mhm. emmené parfois très loin, tu vois, de la même manière que Kevin Garnett. C'était l'exemple en fait où avant qu'il choisisse de partir pour Boston, ça faisait plusieurs années on se disait mais il faut qu'il parte en fait. Parce que c'est pas simplement que c'est pas qui peut pas être un champion, c'est que l'équipe est pas suffisamment bien organisée autour de lui. La seule fois finalement où il avait une très bonne équipe avec Minnesota, ils sont allés en finale de conférence. Je pense quand il y avait Mhm. justement Sam Cassell, Latrell Sprewell, dès l'année suivante, il y avait plus la même équipe. Et aujourd'hui, on regarde, c'est sûr qu'on regarderait Kevin Garnett différemment s'il n'avait pas gagné ce titre avec Boston, s'il était resté à Minnesota jusqu'au bout. Il aurait fini sans bague à Minnesota, c'est sûr et certain, vu la direction que prenait l'équipe. Et on porterait un œil différent sur sa carrière malgré tout. On le mettrait, je pense, dans la catégorie des Karl Malone, tu vois. Et de la même manière que finalement, Karl Malone, c'est une des raisons pour lesquelles si tu me demandes qui est le plus grand power forward de tous les temps, je vais dire Tim Duncan sans réfléchir quasiment. Mhm. Parce que si tu enlèves cette donnée statistique, enfin cette donnée des titres, et que tu regardes d'un point de vue statistique ce qu'a fait Karl Malone et ce qu'ont fait Tim Duncan en stats brut, en longévité, même en régularité, parce que le Jazz a aussi tout le temps été régulier, tu vois, pour Utah. Quelqu'un peut dire, bah non, mais pourquoi c'est pas lui le plus grand de tous les temps? Bah, parce qu'en fait, la différence, c'est que voilà, Duncan, il avait malgré tout cette capacité en plus à élever ses équipes d'un degré supérieur, à faire tout ce qu'il était nécessaire pour permettre à ces équipes de tirer le maximum de leur collectif. Et c'est quand même aussi une vraie donnée que tu peux pas nier. Simplement, les titres, ça peut pas être simplement le seul argument massu qui te permet de séparer tous les joueurs les uns des autres et de faire un classement où tu dis bah non, de toute façon Bill Russell est forcément premier parce qu'il a gagné tant de titres et ensuite c'est simplement un classement au nombre de bacs. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que là où je comprends l'argument, c'est de dire, une fois qu'on est champion après, bah, il faut tout analyser, il faut voir avec qui tu as été champion, quel était l'environnement, quelles étaient les équipes à ce moment-là, quel a été le parcours en playoff, ou quel que soit le sport, hein. Mm. Et il y a des titres qui comptent double ou triple, hein. Je Mais pense tu que, tu vois, vas-y, par vas-y, exemple, alors au moment où on enregistre ce podcast, on ne connaît pas le résultat de la finale NBA, malheureusement. Mais bon, si Indiana devait être champion, enfin, je pense que pour moi, presque un titre qui compte double, quoi. Ouais, je vois complètement. Ce que tu disais sur Jerry West, c'est d'autant plus intéressant que le mec, de son vivant, enfin, de son vivant, bien sûr, mais du temps où il était encore joueur, il était surnommé Mr. Clutch, alors qu'il Oui. était sur je sais pas combien de Ah, finales bien sûr. NBA perdues, et il n'y avait pas encore cette notion, justement, parce que bah, le sport était plus jeune aussi, finalement, il y avait une histoire qui était moins riche, de se dire, bah non, c'est pas un grand joueur parce qu'il n'a pas encore gagné de titre. Ça, c'est aussi des considérations et même des thématiques qui sont relativement récentes.
quand on regarde l'histoire de la Ligue. Tu vois, c'est sûr. Moi, j'ai le sentiment que c'est sur ces 15 dernières années vraiment que c'est devenu l'argument massu qu'on met en avant systématiquement. Alors, ça veut pas dire que les joueurs avaient pas à cœur de gagner avant, c'est pas ça, mais ça prend une place plus importante, je trouve, que dans le passé. Tu vois, quand Barclay a fini sa carrière, à aucun moment dans ma tête, je me suis dit, il termine avec une étiquette de loser accrochée dans le dos, en fait. Tu vois, c'était quelque chose parce qu'on l'avait vu se battre, on l'avait vu aller en finale NBA, tomber face à une équipe voilà, incroyable des Bulls, un Jordan surnaturel en finale. Tu vois, la défaite des Suns en 93 en finale, ils perdent, mais c'est une magnifique finale, ils se sont donnés. Si tu veux chercher des noises à Barclay, je trouve que c'est plus dans les saisons d'après que Phoenix s'est planté. C'est pas sur cette finale 93. C'est les sorties de route trop tôt qui ont suivi en 94-95. Ouais, je suis d'accord. Tu parles de grandes saisons, justement. On parle de la saison de Shea comme une saison historique, hein, comme on avait parlé de celle de Jokic. Sur les playoffs de cette année, donc le leader au point, c'est donc Shea, ça on s'en doute bien. Au rebond, c'est Karl Anthony Towns. Au passe, c'est Tyrese Haliburton. Sur les steals, c'est Alex Caruso. Et sur les paniers marqués à 3 points, c'est notre ami Nembhard. Mais du coup, est-ce que tu te rappelles de qui était premier de ces catégories? Quels étaient les joueurs premiers de ces catégories l'année dernière? Pour comparer un petit peu. Juste une question. Caruso est devant Dyson Daniels aux interceptions. Putain, en playoff, hein? Ah, en playoff, pardon. Je suis sur les playoffs. D'accord, ok, j'y étais pas. Donc tu me demandes l'an dernier en playoff quels étaient les leaders sur Quels étaient les leaders sur les mêmes catégories? Si, oui, je peux te répondre. Il n'y en avait qu'un seul, c'était Luka Doncic, c'est ça? C'est ça. Et tu vois, on se rend compte comme on oublie vite, quoi. Tu vois, comme les informations s'écrasent parce qu'on devrait presque comparer les 20 prochaines années à la campagne de playoff de Luka Doncic de l'année dernière, alors que je pense que 95% des gens ont déjà oublié la campagne all-time de l'an dernier. Même certains de ses proches, hein. Je pense même lui a peut-être oublié, quoi. Ou même l'équipe sous le maillot de laquelle il a réalisé ses stats, hein, parce qu'il paraît qu'il était hors de forme et que c'est la défense qui fait gagner des titres, mais oui. Exactement. C'est pas mal, hein, pour un mec hors de forme et qui défend pas quand même de... Ah ouais, d'être premier. Alors c'est de toutes les catégories, c'était les rebonds qui m'ont le plus étonné, bien sûr. Mais ouais, bravo. Après, là, il avait joué un paquet de matchs l'an dernier, c'est vrai. Il y avait largement de quoi faire gonfler des stats. Il a la balle, il a énormément la balle en main. Tout ça, effectivement, il y a des choses qui expliquent un petit peu tout ça, mais ouais, c'est fou. En fait, ce qui est fou, c'est de se dire, l'an dernier, c'était un seul et même joueur qui réunissait tout ça. Et puis cette année, tu vois, même j'étais étonné. Quand tu me dis Caruso, je me dis, putain, c'est fou. Il y a deux mecs d'une même équipe qui sont dans le top de. Ouais. Et deux gars d'Indiana aussi. Donc, comme quoi, catégorie, cette campagne est à nul autre pareil. C'est vraiment une belle année en matière de playoff. Ouais. Théo, je voulais te faire réagir sur un petit événement qui s'est passé et qui a beaucoup fait parler, mais qui m'a régalé. Caitlin Clark et JC Sheldon qui commencent à se chauffer. JC Sheldon qui lui dit t'as pas le droit de faire ça. L'autre, elle dit je fais exactement ce que the fuck I want. Donc déjà, ensuite, elle essaye de prendre prise de possession. Sheldon met sa main dans la figure de Caitlin Clark, elle lui met bien le doigt auprès de l'œil. Donc Caitlin Clark qui s'arrête. L'autre lui réduit la distance, donc elle la pousse un petit peu en disant laisse-moi un peu d'espace. Elle se prend un tampon derrière. Alors j'ai oublié son nom. Marina Mowbray. Ouais, de Martha Mowbray. Ouais. Marina Mowbray, ouais, voilà. Un beau tampon. Hein. Ouais, elle arrive à l'aveugle, en plus l'autre elle le voit pas du tout. Derrière ça, il y a un tir à 3 points pour creuser l'écart de Caitlin Clark qui met le feu à la salle. On se croirait en finale NBA, elle harangue la foule, en plus un tir super dur. Et derrière, donc il y a la copine Sheldon qui part en double pas, et là tu as Sophie Cunningham qui l'attend, et elle lui colle une
une faute de cochon, hein. Il n'y a pas de problème. Elle l'attrape bien comme il faut. Mais ce qui m'a régalé, c'est qu'elle la met par terre et derrière, l'autre, elle se relève et Cunningham, elle va direct. Mais genre, tu sentais que c'était pas du tout pour couper une contre-attaque. C'était vraiment la vengeance d'après. Et en fait, je me dis, l'excitation que ça a créé, ce truc-là, fait que la WNBA aujourd'hui, mais enfin, alors, c'est toujours pareil, c'est parce que c'est ultra médiatisé, parce qu'il y a Caitlin Clark, mais ça met enfin, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ou alors qu'on ne nous montrait pas. Il faut être honnête aussi avec ça, hein. Il y a Angel Reese qui a mis une bonne mandale à une adversaire aussi en loose day, personne n'a rien vu. Mais ça montre quand même une avancée dans ce sport. Et quand on voit la réaction de la salle, bon, les Américains ils aiment bien quand ça filoche un peu. Mais moi, je voulais savoir ce que tu avais pensé de cette séquence. Moi, ça m'a régalé. Et ouais, c'est de voir cette solidarité énorme et cette propension à la bagarre. Alors, est-ce que, je suis d'accord, je sais ce que tu vas me dire, normalement, il y aurait dû avoir certains qui restaient pas sur le terrain après la première échauffourée. Mais voilà, ça m'a régalé. Bah en fait, je pense que c'est surtout que ça a plus de buzz et qu'on nous en parle plus parce qu'il y a eu l'effet Caitlin Clark. Parce que Ouais, ouais. Sophie Cunningham et Marina Mabrey, je pense que tu peux faire des vidéos compilations saison après saison. C'est deux nanas qui se laissent jamais marcher sur les pieds, qui ont un vrai tempérament d'enforceur parce que les deux sont venus en gros pour soutenir ou protéger leur coéquipière. Et je pense qu'il y a quand même une espèce de méconnaissance du style de jeu WNBA qui est quand même ça a toujours joué dur. C'est pas nouveau. Et ce qui m'a plu, tu vois, au-delà de c'est pas tant l'aspect baston, les fautes Non, flagrantes, bien c'est sûr. pas. Mais par contre, c'est le tir à 3 points dont tu parles de Caitlin Clark. En fait, c'est pareil. Je pense qu'il y a le grand public et probablement certaines joueuses, mais ça, c'est le jeu en fait, que les rookies et les jeunes joueurs et les jeunes joueuses se fassent tester. C'est dans tous les championnats en fait. Et je pense que vite, les gens vont comprendre que, un peu comme avec Luka Doncic, où j'hallucine encore parfois de voir soit des fans, soit des adversaires vouloir laisser lui rentrer dans la tête. Caitlin Clark, c'est pas une joueuse qui va se laisser impressionner, c'est pas une joueuse qui va regarder le bout de ses pieds et arrêter et diminuer. Au contraire, je pense que c'est le type de joueuse, comme d'autres, comme les Diana Taurasi et compagnie, qui peuvent... tu veux pas allumer cette mèche-là, quoi. Et effectivement... je suis même étonné, tu vois, que même, parce qu'elle avait déjà montré pas mal de choses durant sa saison rookie, même là j'étais étonné, tu vois, quand encore il y ait cette volonté de se dire on va essayer de l'influencer, on va essayer de rentrer dans sa tête ou comment dire, ouais, voilà, de l'user de cette manière-là. Et c'est marrant que Sophie Cunningham joue maintenant au Fever parce que l'an dernier, elle avait eu, c'est elle qui était l'agresseuse dans une autre altercation avec Caitlin Clark. Et c'est intéressant, je trouve, que le Fever, au-delà de ses qualités de joueuse, les qualités de joueuse de Sophie Cunningham, soit dit, bon, bah, peut-être qu'on va quand même aussi entourer Caitlin Clark de joueuses qui pourront se montrer présentes si jamais on essaie de la tester un petit peu. Tout ça, ça va être plutôt intéressant, plutôt marrant, quoi. Ouais, c'est marrant. Surtout que Sophie Cunningham, en plus, est un personnage hautement glamour de cette WNBA qui communique beaucoup là-dessus, notamment dans les couloirs d'avant-match, où elle arrive toujours euh, vraiment de manière spectaculaire. Et là, du coup, la voir 30 minutes après envoyer des patates comme ça, c'est toujours marrant. Mais la question que j'allais te poser vraiment, et ma question, elle est sérieuse aujourd'hui. Est-ce que le visage du basketball aux États-Unis à la fin de l'ère LeBron, Steph, ce ne sera pas Caitlin Clark finalement, puisqu'on cherche depuis le début le futur visage de la Ligue. Alors, on parlait de Victor, on parlait d'Anthony Edwards, on cherche toujours quelqu'un. Est-ce que finalement le visage du basketball tout court aux États-Unis, ça ne va pas être Caitlin Clark, la vraie superstar que les gens voudront aller voir et paieront pour aller voir? Est-ce que ce ne sera pas elle? C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'elle est en tout cas sans doute en passe de devenir le visage du sport féminin, en tout cas aux États-Unis, même devant des championnes comme Simone Biles ou tu vois, à la suite de enfin, je bloque complètement sur la plus grande tenniswoman de tous les temps. C'est fou. C'est dur la mémoire. Serena Williams? Absolument, merci. Merci. Voilà, tu vois, je pense qu'elle est partie pour prendre ce rôle-là.
Pour le basket, je sais pas. C'est dur à mesurer quand même depuis chez nous, de voir quelle est la résonance, tu vois, aux États-Unis par rapport à d'autres sports qui nous parlent moins, tu vois, mais tu vois, dans le foot, par exemple, les très grandes stars du football US, chez nous, c'est vraiment c'est un sport de niche chez nous, donc on mesure pas leur Oui, c'est un popularité, sport tu de vois. Même niche. chose pour le baseball, tu vois. Hmm. Mais C'est c'est une pour ça bonne que je question. précise bien aux Ouais, États-Unis. Ouais. bien sûr. Mais en tout cas, peut-être bien en ce qui concerne les superstars américaines. Parce que chez les superstars américaines, chez les garçons, effectivement, tu fais bien de noter Anthony Edwards, qui me semble être le mieux parti pour pouvoir assumer ce rôle-là. Derrière, il y a pas pléthore hein, de joueurs. C'est pour ça aussi que c'était aussi important pour des raisons économiques pour les équipes d'essayer de choper Cooper Flag. Parce qu'il y a quand même ils espèrent. Je Il y a un suis pas sûr marché. qu'il ait Ouais. la personnalité pour. C'est un garçon qui a l'air quand même plutôt timide pour l'instant, mais voilà, ils espèrent pouvoir trouver une nouvelle superstar américaine bankable et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y avait toutes ces questions autour de Cooper Flag. Ouais, ouais. Mais écoute, à voir. Mais en tout cas, c'est vraiment un level de fame que j'avais pas vu venir aussi vite. En tout cas, outre les performances, hein, si vous regardez un peu ses stats, elle fait des performances en 50 matchs que Diana Taurasi a mis 250 ou 300 Ah, mais matchs c'est dingue. à effectuer. Donc, c'est complètement fou. Et puis même au niveau vente de maillots, puisque il y a pas, et je crois que dans les classements de vente de maillots tout court aux États-Unis, c'est Steph, je sais pas si c'est pas KD, et derrière c'est Caitlin Clark, LeBron vient après. Bon, donc, c'est vraiment de manière générale assez phénoménal. Ouais. C'est ça, parce que tu parlais, je vais voir si je retrouve la stat précise pour pas dire de bêtises, mais il me semble que Clark a déjà le record du plus grand nombre de matchs en carrière à 20 points et 10 passes, quelque chose comme ça, alors qu'elle a joué, je crois, 44 matchs en tout. C'est une stat aussi folle que ça, vraiment. J'ai peur de lui dire des bêtises. Je regarde si je retrouve la stat rapidement pour vous confirmer ça, mais tu as raison de le noter. Ce qu'elle est en train de faire, c'est quand même des choses qu'on n'avait jamais vues. Et c'est assez marrant avec le recul, tu sais. On lui prédisait quand même, ouais, ça sera pas la même en WNBA, elle va se prendre un mur, C'est vrai. physiquement, c'est pas ça. Au bout du compte, le talent, il est quand même complètement dingue et c'est fou de voir que finalement, il y a eu autant de gens frileux qui la voyaient arriver et qui se sont dit, bah non, elle pourra pas. Ça va être trop dur le cap. Au bout du compte, il y a eu une demi-saison, une demi-saison qui a été compliquée, sa première saison. Et honnêtement, pour avoir vu pas mal de matchs de ses débuts, l'équipe était quand même assez faiblarde autour d'elle. Quoi. Il y a, tu vois, Hmm. notamment ses balles perdues, il y a un paquet de passes que les filles arrivaient pas à attraper, un peu comme, tu sais, comme quand Magic arrive aux Lakers et où les gens se sont dit, ah mais qu'est-ce qui se passe et qu'en gros, ils ont compris qu'il fallait qu'ils aient toujours les yeux sur lui parce que les ballons pouvaient arriver à des moments auxquels ils s'attendaient pas. Et j'ai l'impression il y avait aussi pas mal ça dans le début de saison de Caitlin Clark avec le Fever l'an dernier. Mais c'est intéressant parce qu'on parle déjà enfin d'elle comme, enfin, qui s'assoit à la table des plus grandes. Alors il y a encore Aja Wilson qui est certainement au-dessus, mais elle se pose comme une des superstars de la ligue, comme une déjà des grandes joueuses de l'histoire de la ligue. Alors pas encore complètement, elle n'est pas au niveau des Taurasi, des Sue Bird, des Candace Parker, etc. Mais enfin, moi, je me rappelle que, pour connaître l'histoire du truc, qu'en 1984 et jusqu'en 1988, on parlait d'un gars qui avait juste fait 3 ans et qui était déjà considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire au bout de peu de temps. Donc, j'ai l'impression que elle est game changer à ce niveau-là. Alors déjà pour la WNBA, parce que je pense que la WNBA va exploser peut-être grâce à elle, comme la NBA était revenue, grâce à Bird, Magic et Jordan derrière. Mais le phénomène culturel, en tout cas de Caitlin Clark, sera, enfin on s'en souvient, enfin en tout cas, quand même, et je ne souhaite surtout pas que sa carrière s'arrête brutalement sur une baisse. C'est un nom dont on se rappellera toujours, quoi qu'il arrive, quand on parlera de... Regarde, on parlait de Paige Buckers, même Paige Buckers est complètement dans l'ombre du phénomène Caitlin Clark. Hein. On n'en parle pas tant que ça. Alors les stats sont moindres, bien sûr. Mais pourtant, on l'a présenté comme un talent générationnel. On était très excités de l'avoir arrivé en 2000 au NBA, mais vraiment, c'est ce phénomène. Et je ne sais pas si tu as vu cette stat-là, quand elle était blessée, les audiences et les fréquentations de stade ont baissé de 55%. Ça, il y a une personne sur deux
qui en fait ne s'intéresse, il vient voir Caitlin Clark. Ouais, C'est fou. C'est exactement ça, mais j'ai retrouvé la stat. Donc c'était le plus grand nombre de matchs à 25 points et 10 passes. C'est déjà elle qui a le plus grand nombre de matchs et c'est elle est quoi, au Voilà, début de sa c'est deuxième saison. Vanderloot ou je sais plus qui elle avait passé. Exactement. Donc ça, c'est complètement dingue. Et oui, après, voilà, il y a eu effectivement tout le storytelling. Il y a le fait que aussi la particularité de son jeu sur les tirs à 3 points, ça fascine les gens. Ils sont habitués à avoir vu les Stephen Curry. Donc maintenant, ils se disent, ah bah, c'est comme Stephen Curry en fille. Donc c'était un raccourci très pratique en fait pour faire du buzz autour de Caitlin Clark. Moi, au-delà de sa qualité de tir qui est indéniable, ce qui m'a tout de suite plu chez elle à Indiana, c'est son coup d'œil et sa qualité de passe. Et je trouve que c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pas juste une shooteuse et qu'elle a un arsenal et un potentiel encore à développer qui sont extrêmement intéressants. Et pour Paige Bueckers, c'est même pas dire que l'une est forcément intrinsèquement beaucoup plus forte que l'autre. C'est effectivement sur le potentiel médiatique, la médiatisation, la manière dont ça a été mis en avant. Il y avait aussi le côté très petit pousset finalement de cette joueuse qui sort d'un programme qui n'est pas extraordinaire et qui arrive à défier des armadas comme Yukon et compagnie pour aller jusqu'en finale du championnat universitaire. Il y a tout ça qui a marché à plein régime. Et le fait qu'elle ait répondu présent tout du long et qu'elle continue de le faire. Donc je suis d'accord, je pense que c'est vraiment une joueuse qui aura... quoi qu'il arrive, participer à faire passer un cap au sport féminin et au basket féminin, notamment aux États-Unis et globalement. Et derrière, c'est positif pour tout, quoi. Quand je vois que l'an dernier, la ligue, c'est Unrivaled. Non, je me mélange. C'est ça le nom de la ligue de 3-3 féminin. Je me trompe pas, c'est ça? T'as ça. J'ai un doute, c'est vraiment... Ouais. Je vais retrouver. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que tout de suite, ça a marché, en fait. Il y a eu un effet d'entraînement et qui vient, même si Caitlin Clark n'y a pas participé, qui vient son impact a été est indéniable en fait là-dessus. Non mais moi j'ai hâte d'être déjà j'ai hâte d'être au prochain jeu parce que c'était trop bien. Mais t'imagines les prochains jeux à LA avec un team USA féminin mené par Caitlin Clark. Je pense que ça va même être plus important pour les Américains que presque l'équipe masculine. Hein. Il y a fort à parier qu'elle sera beaucoup plus populaire, en tout cas au premier sens du terme. Après, Caitlin Clark, la difficulté, c'est qu'elle a une caméra sur elle tout le temps. C'est comme LeBron, finalement. Quand elle est en tribune, il y a des mecs qui la filment tout le temps. Quand elle est sur le terrain, quoi qu'elle dise à quelqu'un, c'est filmé. Les gens qui lisent ce qu'elle dit sur les lèvres, enfin bon, voilà. Donc, bon courage pour la pression, mais bravo à elle et bravo à Indiana surtout. Indiana, c'est comme Paris en France. Hein, c'est-à-dire, c'est au niveau basket, c'est vraiment le haut du panier. Donc, bravo, c'est le cas de le dire. Bravo à eux et on a hâte de suivre. Ça, c'est bien parce que maintenant, ce qui est formidable avec ça, c'est que enfin l'intersaison est intéressante, tu vois, parce que nous, pendant des années, on s'emmerdait ferme à l'intersaison en attendant des compétitions internationales. Ben là, on a plein de WNBA à regarder, c'est trop bien. C'est clair. Et Théo, j'ai vu alors, puisqu'on fait des stats un petit peu dans tous les sens, j'ai vu un de nos confrères sur un podcast américain qui disait, qui démontait le fait que les gens pensent, et j'étais le premier à le penser, que Kobe était une plus grosse menace à 3 points, en tout cas, que LeBron. D'accord. Et donc, il prend les stats. En carrière, Kobe est à 32,9% et LeBron à 34,9%, avec en moyenne pour Kobe 4,1 tentatives par match et LeBron 4,7. Et en playoff, Kobe était à 33,1 sur 4 tentatives et LeBron à 33,3 sur 4,9 tentatives. Voilà, perception de tueur à sang-froid d'un côté qui finalement est une mauvaise perception, tu vois. Ouais, c'est marrant. J'étais le premier à le penser. Hein. Ouais, mais c'est aussi parce que LeBron a énormément progressé ces dernières saisons là, en termes d'adresse à 3 points sur la durée. Mais en fait, c'est une bonne, je pense, illustration de l'évolution du jeu. Où tu vois, quand on parle de Kobe et de Jordan, par exemple, c'est un des arguments. On dit ouais, mais Kobe était bien meilleur à 3 points que Jordan, et ainsi de suite. Et ça va aller comme ça en progressant et en continuant parce que
le jeu évolue et que les joueurs apprennent de ce qui s'est passé avant eux. Mais de toute façon, sur LeBron, franchement, c'est assez marrant. On pourrait faire un livre entier. Je pense qu'on fera certainement un MOOC un jour là-dessus. Tu pourrais faire genre, mythe et enfin perception et réalité. Il y a tellement de Ouais, c'est choses ça. avec des figures de ce type-là qui sont étonnantes quand tu commences à creuser un petit peu que c'est passionnant. Mais Mais il y a- c'est vraiment un personnage. Ça va faire bizarre quand même quand il finira un jour par arrêter LeBron parce qu'il a été dans notre quotidien pendant tellement on longtemps. arrêtera bien avant Et, lui. et ouais, ouais. C'est ça. On sera à la retraite avant lui. Si la retraite, le concept de retraite existe encore au moment où on sera semi-grabataire. Mais ouais, en fait, t'as l'impression qu'il y a plusieurs carrières qui ont été compilées dans une même carrière, quoi. Oui, parce que ça pourrait être 4 carrières de Hall of Famer finalement, presque. Ouais. Alors, attention, hein, je n'ouvre pas un débat, mais la première carrière à Cleveland est quand même de toute beauté. Celle à Miami ne se discute pas. La deuxième à Cleveland est sans commune mesure. Et celle aux Lakers est quand même aussi incroyable. Donc, c'est vrai que enfin, je pense que c'est de la même manière que beaucoup de quotidiens ont déjà des nécrologies qui sont prêtes pour certaines personnes. Je, je pense que là, il faut déjà commencer à taffer quand le bras va s'arrêter parce qu'il va falloir en coller des pages et des pages pour un MOOC de 700 pages. Et d'ailleurs, C'est je ça. tenais à rendre hommage à la rédaction de l'équipe. Toi qui t'y connais fort en football, Théo, il y a une légende de l'Olympique lyonnais qui est décédé cette semaine, Ah, pardon. qui s'appelle Bernard Lacombe. Tu connais peut-être, c'est peut-être un nom que tu as déjà entendu, J'avais Bernard déjà Lacombe. entendu le nom. J'ai vu Voilà, passer ça et j'avais déjà entendu le nom, effectivement. voilà, qui est une légende lyonnaise. Et tu sais, les Lyonnais sont appelés les Gaunes. C'est leur nom. Et la une de l'équipe, c'est une photo de Bernard Lacombe avec marqué Gone en dessous pour dire qu'il était parti. Gone, j'ai trouvé. Messieurs, tous mes respects, vous êtes trop forts pour trouver ce genre de choses. C'est une une absolument merveilleuse. Donc, bravo à eux. Ok, bah, très bien. Et si jamais tu as des questions sur le football, hein, tu m'envoies un petit texto. Je peux Pour, répondre à pour, toutes pour tes pas les poser. interrogations sans aucun problème. Mais il faut juste te les pose 3 jours avant que tu puisses appeler un ami, sachant que tu n'as pas le droit de m'appeler moi. Parce que tu es capable de le faire. Je sais très bien que tu es capable de le faire. Bah, t'es ma référence du coup, mais sinon, je serais obligé d'essayer de soudoyer Shai et Antoine pour qu'ils me donnent des informations en douce, quoi. Ah, mais je remonte bien plus loin que Chai et Antoine. Donc je peux aller piocher bien plus loin. Joël Batz, là, Antoine, Chai et Antoine, c'était même pas né. Faut jamais oublier ça. C'est ce point de Ah, détail qui n'en est ça va vraiment me pas un. poursuivre, ça. Ça va me poursuivre longtemps, je sens. Ce qui est marrant, c'est quand on me raconte cette histoire, les gens sont autant interloqués par ton inculture que par ma tête. Mais moi, ce que je préférais, c'est de voir ta tête dépitée, navrée, en train de se dire mais avec quel trou de balle je suis en train de m'afficher chaque dimanche dans cette émission. Il faut que je trouve le moyen de disparaître. En même temps, c'est pas le propos. N'importe qui de nos auditeurs peut me poser la moindre question sur le rugby. Je serai exactement comme toi avec le football. Je pourrais t'en citer peut-être un peu plus et savoir à quoi il ressemble, mais c'est bien là la seule chose. Parce que c'est des joueurs de l'équipe de France. Je ne pourrais rien te dire d'autre. Donc vraiment, jamais de la vie, je pourrais te dire quoi que ce soit. Loser. J'apprécie ton soutien, même si j'en Non, crois pas non, un non, mot, mais cette façade, j'apprécie ton. C'est beau 100% de soutenir un ami dans les problèmes. 100% de façade. Escroc. On passe à nos petites rubriques Ah, habituelles. allez, c'est parti. Est-ce que Dis-moi, tu as qu'est-ce eu que tu as un. écouté cette semaine? Alors, moi, j'ai écouté, j'ai fait du. Comment on dit, du neuf avec du vieux. Slick Rick, pionnier, enfin l'un des pionniers de du premier âge d'or du rap new-yorkais, donc la génération qui ont sorti leur premier album en 88, là, a sorti un album donc en 2025. Je savais même pas qu'il faisait encore des choses. L'album s'appelle Victory. J'ai pas écouté tout l'album, mais j'ai écouté le premier morceau qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Stress, et j'ai été bluffé par son flow.
une prod vraiment cool. Donc le mec a plus de 60 piges maintenant. Et c'est assez fou parce que je me rappelle d'une époque, pas si éloignée forcément, où à partir de 30 ans, on se disait bah non, mais c'est trop vieux pour faire du rap. Ça n'existe pas des rappeurs de 30 ans. C'est absurde. Maintenant, c'est assez marrant de voir que c'est logique, hein, comme toutes les cultures émergentes, il y a un moment, tu deviens une culture de masse et les choses se normalisent. En tout cas, voilà, ce morceau Stress de Slick Rick, j'ai trouvé excellent. Donc voilà mon son de la semaine. Slick Rick. Voilà, Slick Rick. C'est toujours difficile à prononcer. Moi, je vais te parler d'un musicien que j'aime beaucoup, qui est là depuis maintenant un petit moment, une dizaine d'années. C'est Reginald Omas Mahmoud Ford. Alors, je ne sais pas si tu connais Pas du tout. cet artiste, Mahmoud Ford, avec un 4 en chiffre romain. Si t'aimes Omar, si t'aimes Maxwell, si t'aimes D'Angelo, et tu mixes ça et tu le modernises, tu vas surkiffer. Son dernier EP s'appelle Freedom Song. Et dedans, il y a une reprise à sa manière, un morceau qui s'appelle Yassine Lament pour Yassine Bey et Mos Def, qui est une cover complètement barrée, assumée, pas assumée, mais totalement assumée, puisque c'est les mêmes paroles, de Umi Says. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle It's Our World. Et vraiment, on l'avait reçu dans Hangtime il y a quelques années, je crois que c'était en 2022 pour son dernier album. Et c'est un mec en or. Voilà, moi, j'ai pas de mots pour décrire Reginald Omas Mahmoud Ford. C'est vraiment du beurre. Et allez écouter ce Freedom Song parce que c'est vraiment tout est bon. Il y a 4 ou 5 morceaux dedans et c'est merveilleux. Et Omas, il faisait pas partie, c'est pas un des anciens membres du groupe Sarah Creative Partners. Là, c'est pas le même Omas. Ça me met le doute. Alors, très très bonne question et je vais te répondre. Je n'en sais fichtre rien. Ok, moi. C'est pour ça Mais qu'il faut peut-être. jamais poser de questions à l'antenne et attendre les coupures pour le faire. Je m'excuse pour cette erreur de débutant, Pierre Armand. Merci de monter ça, de couper ça au montage. Non, je sais pas du tout. Ok. Je me suis intéressé à lui sur sa carrière solo, je t'avoue, et je suis pas allé creuser plus loin. Peut-être que tu as parfaitement raison. Et ce qui signifie, si tu as raison, que j'ai encore plein à découvrir, et ça me fait plaisir. Mais je vais aller regarder ça. Dans tous les cas, ça m'intéresse. Mais si c'est effectivement, je fais une aparté, mais le groupe Sarah Creative Partners, là, c'était vraiment un sacré groupe qui a beaucoup influencé, qui a une influence énorme sur tout un tas de producteurs de Los Angeles. Et notamment, si vous avez aimé l'album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, il y a une influence directe. Des mecs comme Thundercat ont été énormément inspirés par ce collectif-là. Donc voilà, je pense notamment à Shafiq Hussein qui faisait partie de ce collectif, qui continue de sortir des albums en son nom propre qui sont excellents. Donc c'est un petit bonus parmi les sons de la semaine si vous ne connaissiez pas ces musiciens-là. Je suis en train de vérifier et je ne trouve pas l'info, mais bon, on va On va checker. enquêter. On va checker. Voilà. On enchaîne avec les beatmaker en tout cas, beatmaker londonien d'origine mauricienne. Ah, bah c'est pas du tout lui alors. Aucun rapport. Allez écouter quand même Sarah Creative Partners, ça vaut le coup, mais Exactement. rien à voir. Exactement. J'ai un gros coup de cœur cette semaine. Ouais, c'est une revue qui s'appelle Gotham, dont vient de sortir le tout premier numéro. Magnifique. Voilà. Intitulé Culture et Résistance. C'est de la presse indépendante, mais c'est pas que de la presse. C'est monté par quelqu'un qui s'appelle Cho Nguyen, un graffeur, vidéaste, photographe de grand talent qui a réalisé pas mal de clips pour des artistes de rap français. Je pense à Kazé, je pense à Rossé aussi. Il me semble qu'il avait fait un clip pour Rossé, qui a signé des couvertures d'albums. Cette revue, donc, qui est disponible directement sur leur shop, on vous met les liens en direct, hein, comme d'habitude dans la description. Elle est vraiment hyper intéressante. Il y a des entretiens, il y a des portraits d'artistes, notamment on retrouve par exemple Jamel Shabazz, le grand photographe new-yorkais des débuts du hip-hop. Il y a Mai Lucas, une photographe française, pour le coup une fly girl des premières années du hip-hop en France et à Paris notamment. On retrouve Rossé avec une interview de Rossé. Il y a un portrait de Carlito, l'un des membres de la mafia Quinfri, qui a ressorti un album récemment. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? On retrouve
voilà, beaucoup d'artistes, mais j'ai beaucoup aimé la démarche. La maquette est magnifique. Le contenu est à l'image de la maquette. Je vais me permettre de vous lire l'édito parce que c'est le tout premier numéro. Donc édito, donc bienvenue à Gotham, nom emprunté d'un monstre urbain de fiction où évoluent super-héros et super-vilains parmi une foule de silhouettes anonymes. Pour nous, le hip-hop est plus largement le fait de créer pour exister. C'est exactement ça. Faire et se réaliser, souvent sous un alias, pour soi, pour les siens et pourquoi pas aux yeux du plus grand nombre. Gotham, c'est un label, une marque de fabrique qui produira et accompagnera des projets auxquels nous croyons fort, rap, mais pas que, dans des formats physiques originaux et rares, français ou internationaux, toutes générations confondues. Une maison d'édition dite de beaux livres, ouvrage pour faire découvrir le travail d'artistes que nous aimons et dont nous voulons faire résonner la démarche, qu'ils soient photographes, illustrateurs, peintres ou taggeurs. Une idée que je concrétise aujourd'hui accompagnée de Rosset, Thibaut Giuliani et Sébastien Charlot. Culture et résistance, donc c'est le thème de ce premier numéro. Nous avons voulu, pour lancer la machine, raconter à travers ce magazine ceux qui nous animent, ceux qui nous inspirent, ceux que nous apprécions et supportons, ceux qui luttent, ceux qui font, par tous les moyens nécessaires, pour résister. Résister au vide, résister à l'enfermement, résister à la haine. Des portraits, des échanges, avec comme point commun une passion et des convictions. Bonne lecture à vous, c'est signé Cho Nguyen, et c'est, je trouve, un pendant... hip-hop et culture de ce qu'on essaye de faire avec Rivers depuis des années. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment une démarche super. On vous met les liens, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça s'appelle Gotham. Et ça se trouve où et ça coûte combien? Ça se trouve sur leur site internet. Ça coûte combien? J'ai déjà oublié. Donc c'est pas précisé dessus, je me rappelle plus du tout combien c'est, mais c'est tout à fait abordable. J'ai été livré extrêmement vite. Donc voilà, j'imagine que ça sera peut-être disponible dans certaines librairies spécialisées ou dans des points de vente, mais en tout cas, vous pouvez directement l'acheter de la main à la main. Là aussi, c'est une démarche indépendante. On sait à quel point c'est dur de faire de la presse, de faire du physique, que ce soit des disques, des revues ou autres. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je pense que vous ne serez pas déçus et c'est un petit peu voilà, dans ce capitalisme qui est désormais notre normalité, une manière peut-être parfois de faire, je ne vais pas dire du militantisme, mais en tout cas de permettre à ceux qui produisent des choses qui sont intéressantes de continuer à subsister. Donc voilà. Ok. Moi, mon coup de cœur, c'est un humoriste qui s'appelle Baptiste Le Caplin. Alors, ça rien de foufou. Il sort un nouveau film qui s'appelle Avignon cette semaine. Et Baptiste Le Caplin, quand il a un gros truc à annoncer, il fait des vidéos avec ses filles qui sont toutes petites. Il leur met un masque sur la tête, sur un masque de petit lapin. Il y en a une, elle a un masque de Batman. Il fait des vidéos de 3 minutes. Il en avait fait une quand elles étaient vraiment petites pour sa semaine à l'Olympia, puis une pour la sortie de son spectacle sur Amazon Prime. Et là, une troisième. Donc on voit, il en fait une par an, pas plus. Et donc on voit les filles qui grandissent et c'est à mourir de rire. Donc c'est vraiment le truc qu'on aurait souhaité, tu vois, faire nous avec nos enfants. Ça va être des souvenirs incroyables. Ils doivent se marrer. Les petites sont vraiment petites en plus. Et elles ont donc cette innocence et lui, il les pousse au bout de sa connerie. C'est délicieux. Voilà, c'est des petites pastilles de 3 minutes. Regardez, c'est sur page Instagram de Baptiste Le Caplin. Et ça me fait mourir de rire. Je crois que la vidéo, la dernière, je l'ai regardée 5 fois depuis hier. Elle est sortie hier, avant-hier. Et un autre coup de cœur, c'est que je meurs de rire quand je regarde je ne sais pas si tu as vu les images de la tournée de Usher. Et Usher, il a un truc dans son spectacle, c'est qu'il prend une paire de cerises à un moment donné et il va dans le public et il fait léchouiller les cerises à son public féminin. C'est d'un goût douteux. C'est un immense moment de gênance à chaque fois. C'est dur à regarder, hein. Mais ce qui est à mourir de là, c'est la tête du mec de la sécurité d'Usher qui le suit donc dans le public pour pas qu'il y ait un problème et qui est en contre-champ à chaque fois. Et tu le vois, il regarde et il fait. Tu sais, limite, il fait Damn girl! Tu sais, il est comme ça, il regarde à moitié, juste il se cache en se disant Mais ça va pas ou quoi? Des trucs comme ça. C'est à mourir de rire de voir ce gars qui doit faire 2,10 m, 145 kilos. Et là, vite, tu vois, il est en train de se dire il va aller à l'église 5 minutes après pour laver toutes les horreurs qu'il vient de voir. C'est très très drôle. Ouais. Bon, le reste est parfaitement dispensable. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller regarder la suite. Allez plutôt regarder Baptiste Le Caplin. C'est sympa, c'est frais et on a besoin de fraîcheur en ce moment parce que tout est un peu lourd et poisseux. Ouais, Baptiste Le Caplin qui est fan de basket, hein, d'ailleurs. Mais qui était un grand joueur de basket.
qui était en sport-études basket avant de bifurquer, je crois, vers le droit et de se lancer dans la comédie, mais qui était un joueur de basket, bon, qui est surtout un supporter invétéré et maladif des Girondins de Bordeaux au foot. Mais ouais. Putain, on va essayer. Tiens, c'est une bonne idée. On va essayer de choper Baptiste Le Caplin. On va demander à Urbain s'il peut pas nous choper Baptiste Le Caplin. Parfait, t'avais une relique pour conclure Ouais, cette culture. les temps sont durs. J'ouvre pas un débat pour dire que tes périodes étaient mieux que l'autre, tout a été bien et tout. Mais en 2008, quand j'avais acheté ce t-shirt à Washington, j'avais j'avais beaucoup plus d'espoir qu'aujourd'hui, en tout cas, crois-moi. Le monde semblait s'ouvrir à autre chose que ce qu'il est devenu aujourd'hui dans ce pays-là et dans le monde entier. Mais voilà, quand on voit la vague d'espoir qu'il y avait en ce 20 janvier 2008, c'était le jour de l'inauguration à Washington, et, euh, et le shit show d'aujourd'hui, parce que c'est le cas, voilà. C'est tout. Ouais. Voilà. Ben, très beau t-shirt, effectivement. C'est un t-shirt Obama avec marqué Victory avec le Ouais, O voilà, avec marqué en dessous d'Obama. président Barack Obama, qui était vendu le jour de l'inauguration l'inauguration de la prestation de serment de Barack Obama à Washington. Voilà, et on avait l'impression que tout allait changer. Alors, bon, encore une fois, je ne parle pas du bilan qui est contestable sur pas mal de choses, et ça, je ne le discute pas. La seule chose, c'était pour faire un parallèle avec aujourd'hui où, honnêtement, depuis quelques mois, j'ai peur d'allumer mon téléphone tous les matins. Bah, Mais je te vraiment, comprends. c'est le Ouais. premier truc. J'ouvre l'appli du monde. Alors, je me mets pas des alertes parce que sinon, bah, en ce moment, tu en as une toutes les 20 minutes. Mais donc, j'ai vraiment un moment de trouille, limite à mettre les mains devant les yeux et ouvrir comme ça pour voir la première news de la nuit, quoi. C'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme dinguerie, comme horreur, comme recul sur beaucoup de choses qu'on pensait acquises. Donc, voilà. Oui, ben, on va pas se lancer dans un débat, mais je saurais. Enfin, je suis comme toi, hein, et tu parles d'acquis. C'est vrai que on a grandi en pensant que les faits restaient les faits, que ça c'était un acquis en fait, qu'on ne pouvait pas Ouais, ouais. confronter des faits à des opinions. On pensait aussi que le droit c'était quelque chose qui était censé être respecté par les démocraties, et là je parle pas qu'aux États-Unis, hein. Je parle dans l'ensemble de nos démocraties occidentales, et effectivement, non, un acquis en fait, ça n'existe pas les acquis en fait, c'est quelque chose pour lequel il faut continuer de se battre systématiquement parce que c'est jamais des choses que tu peux vraiment garder, j'ai Ouais, l'impression. ouais, ouais, c'est qu'elles soient inscrites dans des constitutions ou pas, il y a des choses qui semblent intangibles, qui s'appellent l'humanisme et les valeurs humaines et qui sont remises en question en permanence. Donc, on a commencé en souhaitant le meilleur à nos bacheliers. On va finir en disant on compte fort sur vous, messieurs, dames, et pour nous rendre tout ça meilleur, parce que nous, bientôt, on ne pourra plus rien faire. J'en profite aussi pour je profite que tu parles de tout ça, Pierre Armand, pour faire une distinction quand même entre faire preuve d'humanité et... Il y a une différence entre faire preuve d'humanité et prendre des positions politiques. C'est des choses qui sont complètement différentes. Et je dis ça parce que je me suis permis de partager sur Instagram cette semaine des posts qui concernaient la Grande Marche pour Gaza qui a tenté de s'organiser en Égypte, qui était un mouvement humanitaire. Voilà, je l'ai suivi et je me suis permis de partager tout ça parce qu'une personne qui m'est chère participait à tout ce mouvement-là. J'ai été un petit peu étonné de recevoir notamment, pas des tonnes, mais quelques messages en disant contentez-vous en gros de parler de sport, pourquoi vous parlez de politique. Montrer Pas de qu'on est politique. faire preuve de compassion humaine, c'est pas une prise de position politique. Encore une fois, nous, si on a des prises de position, on se privera pas de le faire si c'est le cas. Mais pour le coup, c'est pas la même chose, quoi. Et voilà, se montrer humain, faire preuve de compassion envers des victimes, de quelque bord qu'elles soient, où qu'elles soient à travers le monde, ça me semble être la base de la décence humaine. Et je retire aucun orgueil du fait d'avoir partagé ces éléments-là, honnêtement. Je suis fier de rien. Je me suis contenté de partager des choses.
c'est plus la honte qui m'a inspiré, la honte de mon propre immobilisme et de l'immobilisme global et de l'inertie de nos sociétés et de l'espèce de désensibilisation dont on fait tous preuve, parce que, et c'est très humain aussi de vouloir se protéger soi-même, sa santé mentale, de se reconcentrer sur ses proches. Moi, le premier, je fais partie de ces gens-là. Ça m'empêche pas quand même d'avoir honte parfois de ce sentiment que j'éprouve et aussi de l'immobilisme des gens qui sont censés nous représenter. Mais voilà, faire preuve d'humanité, c'est pas forcément c'est pas une prise de position que de faire preuve d'humanité. Donc voilà, je te remercie de m'avoir lancé sur le truc, carrément, mais voilà. Non, non, mais t'as mille fois raison. Mais encore une fois, beaucoup de gens s'attachent à la première seconde de ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils peuvent voir noter et sans essayer de comprendre, de voir. Et encore une fois, il n'y a rien à comprendre quand sur certaines valeurs humaines, c'est même pas de base, c'est que chaque humain est fait comme ça. Il y a pas de possibilité de discuter certains faits, certaines choses, si ce n'est de les partager et d'espérer, malheureusement, on en est à espérer que tout le monde partage notre avis. On l'espère même pas, on en est persuadé. C'est pas le cas, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, c'est pas deux, trois critiques qui nous empêcheront de le faire. Voilà, si vous montrez certaines choses et soutenir certaines choses, c'est prendre position. Bah, écoutez, si notre position vous ennuie, je vous laisse imaginer comme la vôtre nous passe au-dessus de la tête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vais enchaîner avec ma relique, parce que tu vois qu'il y a un lien malgré tout. 94, c'est l'année où est sorti ce film extraordinaire qui s'appelle Fresh. Ouais, super. Film fantastique, vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression que finalement c'est un film qui est peu connu, ou du moins qui n'a pas eu le enfin qui a pas eu la longévité qu'il aurait mérité. Je passe un petit peu simplement sur le film, j'y reviendrai peut-être une prochaine fois, je le ressortirai peut-être pour en parler plus longuement, mais c'est parce qu'il y a aussi la bande son qui est sortie de ce film, qui avait été signée sortie sur le label Loud à l'époque. Ça, c'est la pochette originelle du film qui est bien plus belle que celle que je vous ai montrée de l'édition européenne, qui était un mélange sur le soundtrack qui avait à la fois des morceaux de rap old school et aussi quelques morceaux récents de l'époque qui étaient sortis sur ce label Loud, label qui a sorti le premier album du Wu-Tang, et dessus il y avait le premier single de Raekwon, Heaven and Hell, en solo, ce qui annonçait par la suite l'album qui allait sortir. Et ce morceau Heaven and Hell, c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté cette semaine, qui me semble malheureusement vraiment d'actualité quelque part, et qui est magnifique. Voilà, signé par Reza, premier morceau à ma connaissance sorti officiellement sous le nom de Raekwon. Et voilà, c'était en 94, l'année de mon bac à moi. Et donc voilà, il y a des choses qui bougent, d'autres qui bougent pas trop. Ça me déçoit un peu que la thématique reste... Enfin, la thématique, ça parle pas forcément de ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'on se pose la question de savoir si on vit au paradis ou dans l'enfer. Mais en tout cas, ce morceau, lui, il a pas pris une ride. Donc voilà, Heaven and Hell de Raekwon. Magnifique morceau, et ce film Fresh, si vous avez l'occasion de le voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Ouais, exactement. Merci Théo pour toutes ces belles recommandations, toutes ces belles paroles que tu nous as données, tous ces messages qu'on espère faire avancer, pas faire avancer certaines choses, mais en tout cas vous feront peut-être réfléchir, ou on espère que vous êtes d'accord avec nous. Si vous êtes dans notre communauté, généralement, on a peu de doutes sur le fait que, et encore une fois, hein, Théo l'a prononcé, sur ce qu'il a souhaité partager sur le compte de Rivers, c'est toujours 2-3 personnes qui s'en offusquent, et pour le nombre de personnes qui nous voient, qui nous écoutent et qui nous donnent de la force, tout ça reste plus que minime et anecdotique, mais c'est vrai qu'on est toujours étonné par certains comportements. Mais voilà. Merci Théo. Merci Pierre, et merci aussi quand même, je rebondis sur ce que tu disais, à la communauté qu'il y a autour de, que ce soit nos podcasts, notre revue Rivers et notre site Basket Session depuis le début. C'est quand même à la base, on était... À la base, on est juste des passionnés de basket qui avaient envie de parler de basket avec d'autres passionnés. Maintenant, on peut parler avec Pierre Armand d'autres choses, de musique, de cinéma, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a l'espèce de majorité silencieuse des gens qui ne s'expriment pas, et je les comprends. Hein. Je ne suis vraiment pas le premier à mettre des commentaires où que ce soit. Pareil, mais en tout cas, voilà, on est ravis de vous avoir avec nous. On est trop content de continuer l'aventure pour la suite tous ensemble. Mais on est super fiers de vous avoir avec nous, surtout parce que cette communauté-là, elle est...
al dente, comme on l'aime. Absolument, bah, profitez bien de votre week-end. De toute façon, donc on enregistre, on ne sait pas encore si la saison NBA est terminée ou pas. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas fini avec nous. On continue et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Ciao à tous. Salut.